Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live où nous allons enfin répondre à une question fondamentale. Une question que tout le monde s'est déjà posée sans jamais oser la formuler tout haut. À quoi ça sert un psychologue? Oui, à quoi sert ce professionnel mystérieux, mi-chaman des temps modernes, mi-confident, qui vous regarde en silence avec un carnet et un stylo, comme si la clé de vos névroses se cachait dans la manière dont vous aviez prononcé bonjour? Car soyons honnêtes, dans l'imaginaire collectif, le psychologue est une sorte de détective de l'âme, prêt à déterrer vos souvenirs d'enfance les plus enfouis pour vous les balancer à la figure avec un sourire compatissant. Euh, Mais au-delà des clichés et de l'idée saugrenue que tout se résume à une obsession pour votre mère ou au fait que votre adolescent ne parle pas à la maison, que fait-il vraiment? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on continue à aller le voir quand on sait pertinemment qu'il va nous le demander? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour répondre à toutes ces questions existentielles, mais aussi pour psychanalyser nos idées reçues et nos blocages collectifs, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Maxence Magnoto, psychologue clinicien à la Maison des Adolescents 13 Nord. Passeur d'âme, éplucheur de cerveau et probablement détenteur du record mondial de la phrase Prenez votre temps. Et cerise sur le divan, à la MDA 13 Nord, les consultations sont gratuites parce que comprendre son ado ne devrait pas coûter un bras. Yes. Maxence, bienvenue et que le divan soit avec nous ce soir. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Bonsoir Maxence, alors comment ça va ce soir? Moi, ça va très bien. Tout est ok, pas stressé? Non, du tout. Non, du tout. Je suis habitué à ce genre d'entrevue. C'est la première fois que tu fais un live sur Twitch? Oui, je ne savais même pas que ça existait, Twitch, il y a encore quelques mois. Eh ben, tu vas découvrir ce terrain Ah oui, oui, extraordinaire ce soir avec nous. oui, oui, absolument. Donc vraiment, ce soir, l'idée est un petit peu d'informer, expliquer un peu ce que c'est le rôle de psychologue, de Ouais. pouvoir nous rassurer, pouvoir Ou aussi pas. éduquer. Vas-y, qu'est-ce que... Rassuré ou pas. Ou pas, oui, bien sûr. On va voir comment les gens vont ressortir de ce live ou pour visionner ce replay. On va aussi réfléchir quelles sont les attentes sociétales vis-à-vis du métier de Mhm, mhm. psychologue. Puis on va essayer d'engager bien sûr un dialogue interactif et bienveillant avec le public. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous êtes là, n'hésitez pas à poster une question dans le chat ou poser des questions en commentaire. On y répondra avec le plus grand plaisir. Tout à fait. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ton nom, ton parcours, ton expertise à part t'appeler Maxence Magneto, qui es-tu, que fais-tu? Je te laisse la parole. Ça va prendre un peu de temps. Maxence Magnoto, alors je suis psychologue clinicien. Donc, je travaille à la Maison des Adolescents depuis maintenant à peu près 8 ans. Donc, j'avais commencé en mars-avril 2017. J'ai un parcours un peu particulier, c'est-à-dire que à la base, bon, je viens d'Italie. Donc, je suis né en Italie, j'ai grandi en Italie, dans le nord, et j'ai fait la plupart de mes études en Italie. Donc, je suis parti en France en 2010 pour un Erasmus. Donc, à l'époque, il y avait encore Marcel Ruffo à Marseille. Donc, en fait, j'avais fait un stage de Master 2 à Marseille pendant 6 mois. Et par la suite, en Italie, en fait, il faut faire un an de stage post-master pour ensuite faire un examen d'État qui nous donne le droit de pouvoir exercer en tant que psychologue. Donc, pour pouvoir faire la moitié de ce stage au post-master, je suis revenu en France, encore à Marseille, et j'ai commencé un stage de 500 heures en addictologie. Et ensuite, j'ai travaillé dans différents services. Je suis parti en Arménie pendant 2 ans, entre 2014 et 2016. Je suis rentré d'Arménie en 2016 et je commençais à travailler avec la petite enfance. Ensuite, avec les adolescents et les familles en difficulté à la maison des adolescents. Et en parallèle, j'avais décroché un contrat aussi en 2019 en addictologie, donc ce qu'on appelle les XAPA. Les XAPA, ce sont des services d'addictologie. Donc actuellement, je suis psychologue sur la MDA depuis 2017, pardon, et depuis 2019, donc au psychologue clinicien, psychothérapeute, au XAPA Tremplin à Aix-en-Provence. Eh ben, merci pour cette présentation. Ben, je vous en prie. Beaucoup de curiosité me titille, me donne envie de te questionner. Mais Allez-y. on va un peu parler de tout ça pendant notre live ensemble. Ouais. Et je vais te poser la première question, du coup, la question qui présente ce live. Alors, à quoi ça sert un psychologue? Quelles pourraient être ses missions principales selon
toi, ta fonction que tu exerces aujourd'hui? Alors, il y a selon moi et selon le code déontologie. Donc, je vais être très vigilant à pouvoir dire des choses qui rentrent aussi dans le cadre d'un code déontologique. Il faut savoir que le psychologue est quelqu'un qui a fait des études en psychologie, donc qu'il a au minima une licence 3, donc qui a fait minimum 3 ans d'études. Et ensuite, quand il a fait 5 ans d'études, il est psychologue clinicien, psychothérapeute, et il a un code déontologique. Donc, à quoi ça sert un psy? Quand tu m'avais présenté le sujet de la soirée, du live d'aujourd'hui, j'avais bien aimé la formulation. Ça sert à quoi un psy? Peut-être ça sert à rien. Il y a pas mal de personnes qui se disent justement un psy ça ne sert à rien. Or, la première chose qui me viendrait à l'esprit, ce serait de répondre un psychologue ne doit pas forcément servir. Le psychologue, d'une certaine façon, se met à disposition. Se met à disposition d'une personne qui, à un moment donné de sa vie, a besoin de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est formé pour être à l'écoute, pour pouvoir entendre des mouvements conscients ou plutôt inconscients, de pouvoir les renvoyer à la personne, de pouvoir l'aider, de pouvoir l'accompagner à surmonter des difficultés, à mieux se comprendre, à mieux s'analyser et surtout à essayer, dans les limites du possible, à vivre avec, à faire avec. Donc, à quoi ça sert un psychologue? J'aurais envie de répondre, ça sert à la base pour aider des personnes qui sont en demande d'aide et non pas pour aider des personnes qui ne sont pas en demande d'aide, qui sont obligées à venir, sauf dans des cas très particuliers, on appelle ça les obligations de soins ou les injonctions de soins. Mais c'est des cas très spécifiques qui sont décidés par le tribunal dans le cadre d'un procès. Et sinon, voilà, globalement, un psychologue, ça sert à pouvoir aider la personne à mieux se comprendre, à mieux se connaître et, dans la limite du possible, d'aller mieux. Ben, merci pour cette réponse claire et déontologique, je dirais. Et alors, quand est-ce qu'on doit consulter? À quel moment on doit aller voir un psychologue? Tu as un petit peu répondu dans la question précédente, mais est-ce qu'il y aurait des signaux d'alerte, des moments clés? Il faudrait consulter? Alors, oui. Dites-moi tout, docteur. Oui, tout à fait. Alors, donc, qu'on sait qu'on va voir un psy, d'abord, lorsqu'on en ressent le besoin. Donc, lorsqu'il y a un désir de la part de la personne, lorsqu'elle se retrouve face à des difficultés qu'elle n'arrive pas à surmonter toute seule. Or, qu'on sait qu'un enfant a besoin d'aller voir un psy, qu'on sait qu'un adolescent a besoin d'aller voir un psy et qu'on sait qu'un adulte a besoin d'aller voir un psy. Les réponses sont un peu différentes. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, l'enfant va pas demander il faudrait que je puisse rencontrer quelqu'un pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter, pour pouvoir y voir un peu plus clair. Donc, en général, les enfants, ce sont les parents ou le tuteur légal qui amène l'enfant chez un psychologue parce qu'il remarque qu'il y a des signes d'alerte. Pour l'adolescent, c'est un peu différent. Il y a des adolescents qui ont besoin de rencontrer quelqu'un, qui se font une certaine idée de qu'est-ce que ça pourrait être un psychologue, et des adolescents qui sont réticents, donc qui ne sont pas forcément en demande, mais qui lancent des signes d'alerte, qui font en sorte que l'adulte se rend compte que la demande n'est pas verbalisée par l'adolescent, mais elle est présente. Le cas typique, c'est un peu à la maison des adolescents. On reçoit des adolescents que très souvent ils nous disent moi je n'avais pas envie d'être là. Donc on essaie de prendre un petit peu le temps, d'essayer de comprendre si au fil du temps il y a peut-être une demande qui émerge. Puisque souvent chez les adolescents, les demandes ne sont pas verbalisées mais sont actées. C'est-à-dire qu'il y a des passages à l'acte. Donc c'est pour répondre à ta question de quels sont les signes d'alerte. Ça peut être par exemple des passages à l'acte qui inquiètent les adultes, qui inquiètent les parents, qui inquiètent l'école. Les signes d'alerte pourraient être un peu pas très verbalisés. Ça peut être par exemple des changements d'humeur très soudains, inexplicables. Ça peut être des baisses de notes soudaines, vraiment une chute. Des angoisses qui n'étaient pas présentes auparavant, et surtout
parce qu'à l'adolescence, on peut avoir beaucoup d'angoisses. Ce sont surtout des angoisses qui empêchent l'adolescent de pouvoir vivre sa journée, son quotidien, d'une manière épanouissante et d'une manière paisible, d'une manière normale, on pourrait dire. Donc ça peut être des signes d'alerte de ce type, des changements soudains qui alertent un peu l'entourage, ou sinon un repli sur soi. Des adolescents qui étaient en compagnie, qui étaient très extravertis, que du jour au lendemain, ils n'ont plus d'amis, que du jour au lendemain, ils se replient sur eux-mêmes, ils restent dans leur chambre, ils ne parlent pas. Et ça peut aller jusqu'à des signes d'alerte préoccupants. On parle de scarification, on parle d'idées noires, idées suicidaires, de pleurs, des adolescents qui se mettent à pleurer très rapidement pour tout et n'importe quoi, du stress, se mettre de la pression pour avoir des résultats de plus en plus excellents et à un moment donné ils craquent. Ben voilà, là c'est le moment d'aller voir un psy. Or, avant d'aller voir un psy, d'abord questionner l'adolescent. Et oui, après, ça va être un peu ma prochaine question, c'est pourquoi dès qu'un ado va mal ou dès qu'on a l'impression qu'il va mal, on veut l'emmener voir un psychologue? Pourquoi il y a cette injonction faut que tu parles, faut que tu ailles parler à quelqu'un, rien ne va plus. Alors, le meilleur, je crois, dans mon expérience, je parle par rapport à mon expérience à moi, la meilleure façon pour faire taire un adolescent, c'est de lui dire de parler, de dire des choses. Donc, il faut raisonner un peu différemment. D'abord, il y a la question d'envoyer un adolescent voir un psy parce qu'il faut qu'il parle. Donc, souvent, il y a auprès des parents et des adultes une tendance à être un peu sur la défensive. Avoir un adolescent qui va mal, ne pas trop bien comprendre ce qui se passe, peut renvoyer à des problématiques personnelles de l'adulte, et notamment du parent. Le parent peut revivre à un certain degré ses problématiques à lui de quand il était adolescent, de quand il était enfant, à travers son adolescent à lui. Dans ces cas-là, bon, va voir directement un psy et je ne questionne pas. Là, il peut y avoir une forme de défense ou de fuite, carrément. Dans d'autres situations, oui, bon, peut-être que l'adolescent ne va pas si bien que ça, mais en même temps, il ne va pas non plus si mal que ça. Et donc là, c'est plutôt les préoccupations de l'entourage, et notamment du parent, qui se projette sur l'adolescent, et que donc, on dit souvent que l'adolescent nous amène les parents, ce qui est vrai, très souvent. Un adolescent, il vient, oui, il ne va pas forcément super bien. Après, qu'est-ce que ça veut dire ne pas aller super bien? Non, c'est à questionner aussi. Mais il peut y avoir un adolescent qui ne va pas super bien, qui commence à être insolent, qui commence à se replier sur lui-même. Mais on voit qu'il y a un parent derrière qui est absolument dépassé, qui est stressé, qui est angoissé, et qu'on comprend très bien qu'il est en train de vivre quelque chose à travers son adolescent qui le questionne, qui le met à mal, qui l'inquiète. Dans ces cas-là, c'est plutôt le parent qui aurait besoin peut-être d'être accompagné, d'être reçu, d'être suivi. Quelquefois, on peut le verbaliser. D'autres fois, en fait, la problématique est tellement profonde qu'on ne peut pas le dire aux parents. Donc, on reçoit l'adolescent, on essaie d'évaluer, de voir un petit peu avec lui ce qui apaise en partie les angoisses du parent, et peut-être qu'en un deuxième temps, on peut reprendre ça avec le parent pour essayer de l'inviter à voir quelqu'un pour questionner ses propres angoisses. Qu'est-ce qui vient alerter? D'autres fois, l'adolescent, il est envoyé parce qu'il y a une vraie urgence. Dans ces cas-là, il ne faut pas tergiverser, il faut pouvoir l'accueillir effectivement. L'adolescent a exprimé des intentions suicidaires, il faut pouvoir le rencontrer très rapidement. Alors, on a des petites interactions dans le chat. On salue Nebs17, un fidèle auditeur de notre live Twitch. Déjà, premier commentaire, il Bonsoir. souligne ta belle coupe de cheveux. Merci, Belle coupe de cheveux, très Maxence. Merci, c'est très Et enfin, il avait gentil. une question aussi en lien avec ce que tu es en train de dire. Est-ce que les actes violents peuvent être aussi des expressions de mal-être et nécessitent une consultation chez un psy? Alors, c'est une excellente question. Je dirais ni oui ni non et les deux à la fois. Ça dépend de quel type d'action violente, quel type de violence.
Si la violence est une bagarre, j'ai envie de dire, bon, c'est à évaluer, il n'y a pas forcément besoin tout le temps d'un psy. Si c'est des actes de violence envers soi-même, là, il y a quand même motif de s'inquiéter. C'est un peu à évaluer. C'est un peu à évaluer quel degré de violence et surtout le contexte. Un adolescent, comme tout être humain, peut craquer à un moment donné. Et après, bon, ça se réabsorbe. C'est-à-dire, il a craqué, il s'est fait du mal, il a fait du mal à quelqu'un, il pousse un grand coup de gueule ou un pleur, il déverse, ensuite on discute, on reprend ça avec lui. Il n'y a pas forcément besoin d'aller voir un psy. C'est pas systématiquement. Je trouve que c'est pas systématiquement. Et après, essayer de comprendre aussi, est-ce que c'est de la violence, est-ce que c'est de l'agressivité? C'est pas la même chose. Un acte de violence, c'est quelque chose un peu aveugle. C'est vraiment un passage à l'acte, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la pensée. Tandis que de l'agressivité, il y a de la pensée, mais c'est pas bien digéré, c'est pas bien pensé, c'est pas bien intégré, mais tout de même, il y a un objet. Il reconnaît qu'est-ce qu'il est en train de faire. Dans un acte de violence, il peut y avoir, enfin, il a vu rouge, on dit souvent. Et il ne comprend pas ce qu'il est en train de se passer, il ne comprend pas ce qu'il a fait. Voilà. Là, peut-être un passage chez un psychologue ou tout de même un éducateur ou un infirmier pour être d'aide, tout simplement pour remettre les pendules à l'heure. D'ailleurs, un psychologue, on ne va pas chez un psychologue pour faire des suivis sur plusieurs années. Parfois, on peut aller chez un psychologue parce que c'est dans le cadre d'une consultation. 2 ou 3 rencontres, on fait un peu le tour de la question et ça peut s'arrêter là. Et peut-être quelques années après, il revient. Alors, je vois qu'on salue Elisabeth MDA Tresner aussi qui est arrivée, quelqu'un de l'association qui nous pose aussi une question. Mais je mets un petit peu en attente cette question-là, puisque ça va être après le prochain format que je te propose. Oui. Juste pour continuer, on a une petite tradition sur Live Twitch, et voilà, on parle de sujets en lien avec l'adolescence, mais quoi de mieux que d'aller questionner les adolescents eux-mêmes sur les questions qu'on se pose, nous-mêmes adultes, je dirais. Donc là, je te propose, on va écouter un micro-trottoir ensemble. Oui. Je suis allé dans la rue, là, il y a début de semaine. J'étais rencontré là, j'étais sur Salon de Provence, place Morgan et la gare routière. J'ai rencontré plusieurs jeunes, une bonne vingtaine de jeunes, et j'aurais posé 3-4 questions autour de notre thématique d'aujourd'hui. Donc je te propose de les écouter, et après on revient sur cette question d'Elisabeth. Et j'espère que Nebs, on a pu répondre à ta question. N'hésite pas, si tu as besoin d'un peu plus de précision là-dessus. On est à ton écoute et on peut répondre en live à toutes tes questions. On y va, on écoute ce micro-trottoir? Allons-y. Alors la première question, c'est quand je t'évoque le mot psychologue, ça t'évoque quoi pour toi? Ça m'évoque bien-être et personne en besoin, en détresse. Je sais pas, les sentiments qu'on ressent, tout ça. Ouais, Intérieurement? je sais pas, c'est toi qui me donnes. Ouais, intérieurement, les sentiments qu'on ressent, tout ça. Aider les gens dans le besoin. Oui. Oui, qui sont là pour essayer de nous comprendre et de nous aider, oui, un peu comme tu as dit. Oui, nous écouter, si on a besoin d'aide, si on a des questions, ils peuvent nous répondre aussi. Un psychologue, bah, pour moi, un psychologue, genre, ça t'aide à régler ta vie mentalement. Je pense que c'est ça à peu près, ou dans les problèmes que tu as et que c'est pas bien. Du coup, ça t'aide à te réconforter à peu près. Dépression. Et les problèmes, je dirais. Les problèmes? Il est bon, C'est ça. Et pour toi? Bah, les problèmes aussi. Hein. Le mental. Tout ce qui est arrière-pensée, ce qu'on pense et ce qu'on ressent aussi. Oui, les sentiments. Les sentiments? Oui, Ouais. qu'on peut éprouver. C'est une façon de penser, non? Deuxième question, à quoi ça sert un psychologue alors? À aider des gens qui ont des problèmes mentaux, qui Ouais. ont des problèmes il y a des personnes qui les écoutent pas. Du coup, ils vont dans un psychologue pour parler. Pourquoi? Pour moi, il y a des gens qui, par exemple, qui souffrent de quelque chose, traumatisés de quelque chose, et la psychologue, c'est elle qui va t'aider. Ouais. Donc c'est bien. Ouais, et pour toi? Du coup, pour reprendre un peu ce qu'ils ont dit, c'est si par exemple on a un problème, il s'est passé un problème, qu'on n'a pas trop envie de raconter aux autres, on peut raconter au psychologue pour qu'il puisse nous aider à régler peut-être le problème, ça aille mieux. On peut aider les personnes qui ont des problèmes, que ce soit mental ou physique, peut-être. Oui, après, on peut aller voir un psy pour faire un deuil ou quoi, après la mort de quelqu'un. Il y a des gens qui vont voir un psy pour parler.
Ok. Un psychologue sert à parler, à avoir des conseils et un point de vue extérieur sur une situation, pour moi. À aider. À aider les personnes en un problème. Ouais. Avec des problèmes, oui. Alors pourquoi on aurait besoin d'aller voir un psychologue dans notre vie? Pour, on va dire, se délivrer parce que des fois on peut pas, par exemple nos proches tout ça, bah, il y a des problèmes qu'on va pas leur expliquer forcément, qu'on préfère, garder pour nous et je pense que c'est l'occasion du coup de se entre guillemets, «de se délivrer» de ce qu'on a, au fond, quoi. Harcèlement, tout ça, je pense. Tout ce Ah qui est ouais? harcèlement, tout ce qui est, ouais. Je pense que c'est un problème de bien-être. Une personne qui est mal dans sa peau. Ouais, une personne mal dans sa peau. Ouais, Ouais. problèmes mentaux, pardon. Surtout aider. Oui, aider les gens qui n'osent pas en parler et du coup ils parlent au psychologue ou oui. Ça veut pas dire que t'es forcément mal, mais genre t'es dans des cas où t'as besoin de l'aide, quoi. Pas forcément, mais tu as des trucs, tu sais, c'est bien d'en parler. Et pour consulter un psy, ben c'est bien. Mais non, pas forcément, en vrai. Est-ce que toi, t'as déjà eu besoin d'aller voir un psychologue? À l'ancienne, j'étais pas bien en fait. Quand j'étais petit, j'étais vraiment pas sociable du tout. Ouais, Et j'avais beaucoup de mal à me faire des amis en fait. d'accord. Et genre, j'avais l'impression de pas exister en fait, que les gens me voyaient pas. Et donc, je me renfermais beaucoup sur moi-même en fait, et j'étais pas bien. Et ma mère, elle m'avait amené voir des psys et tout. Il y a une période, j'aurais, ressenti le besoin, ouais, d'aller en voir un. Je peux poser un peu plus loin la question, c'est à quel moment de ta vie t'aurais eu besoin d'aller en voir un? C'était là, en septembre. Ouais. Ouais, parce que on va dire, j'ai fait une mini dépression. Du coup, je pense que ouais, ça aurait été peut-être bien. Je connais quelqu'un qui allait en voir Ouais. Et pourquoi il avait été voir un psychologue? parce qu'il se sentait pas très bien, il avait besoin de parler, il avait des problèmes personnels Ouais. et du coup ça lui a fait du bien. Ça lui fait du bien. Oui. Parler, ça ferait du bien? Ouais. Oui, ça peut faire du bien et surtout si on voit qu'il est à l'écoute et qu'il peut nous aider, ça peut faire du bien. Jamais. Tu n'as jamais eu l'occasion? Non. Ok. J'ai jamais eu besoin forcément. Après, je sais pas si j'ai besoin, mais je pense pas. Enfin, de ma part, j'ai pas besoin. Bon, désolé dans le live, un petit problème apparemment de son sur ce micro-trottoir. Ça n'a peut-être pas été très bien entendu par nos auditeurs. En tout cas, Maxence, toi, tu as bien pu entendre ce micro-trottoir. Oui, oui. Si on essaie un peu de retranscrire ce qui a été dit par les jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Ah ben, pas mal de choses. Déjà, je trouve que... Peut-être on va redonner peut-être les questions que j'ai données. La première, c'était quand je dis le mot psychologue, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Mhm. La deuxième, c'est à quoi ça sert du coup un psychologue, quelles sont ses missions, etc. Oui. Et enfin, est-ce qu'ils ont déjà été voir un psychologue? Et est-ce qu'on a besoin d'aller voir un psychologue pour aller mieux? Oui, oui. Alors, je trouve que les réponses étaient, elles étaient très intéressantes. Et ce qui m'a surpris, c'est la précision de la réponse. Je crois que la notion d'accompagnement psychologique, de psychologie, de psychothérapie est rentrée, est de plus en plus rentrée un peu dans le discours commun. Il y a, c'est-à-dire que les gens sont plus au courant en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, à quoi ça ne sert pas. Après, il y avait pas mal de réponses autour du bien-être, de la santé, de la pathologie, du mental, et aussi, oserais-je dire, autour de comment il faut fonctionner, comment il faut se comporter. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ils disent à quoi ça sert un psychologue, mais on pourrait prendre la question d'une manière différente, c'est-à-dire à l'inverse. À quoi ne sert pas un psychologue? Ça, c'est aussi une question intéressante à poser de temps en temps, c'est-à-dire qu'un psychologue ne sert pas à te dire qui es-tu. Un psychologue, quand il t'accueille, il y a le secret professionnel, donc ce qu'on se dit pendant une consultation reste entre nous, sauf s'il y a un danger imminent pour le jeune ou pour la personne ou pour quelqu'un d'autre qu'il connaît. Après, il y a deux autres règles qui sont très intéressantes aussi, qui sont très importantes, c'est qu'on n'est pas là pour faire de la moraline, pour faire de la morale, pour dire c'est bien, c'est mauvais, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. C'est-à-dire, on n'est pas là pour penser à la place de l'adolescent ou de l'enfant ou de l'adulte. Et ensuite, bien évidemment, le cadre est neutre, donc il n'y a pas de jugement, on n'est pas là pour pointer du doigt, pour stigmatiser, etc., ou pour donner notre avis personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que le psychologue ne pense jamais à la place de la personne, ne lui dit pas « il faut que tu fasses ça pour que ça aille mieux ». Le psychologue
doit pouvoir retenir son envie de dire à la place du psychologue. Le psychologue est là pour favoriser l'émergence d'une ce qu'on appelle d'une subjectivité. C'est-à-dire le jeune vient, arrive, il est un peu perdu, il ne sait pas trop bien où est-ce qu'il en est, il se pose des questions, mais est-ce que je vais vraiment bien dans ma tête ou pas? Le psychologue ne va pas lui dire oui, tu vas bien dans ta tête, non, tu vas pas bien dans ta tête, sauf dans des cas très spécifiques où il faut poser un diagnostic, où il y a aussi la question de la psychiatrie qui rentre en compte. Donc, lorsque je rebondis sur ce concept-là de comment il faut se comporter quand c'est pour dire que le psychologue n'est pas là pour rééduquer la personne pour qu'il réponde à des injonctions sociales. Accompagne plutôt le jeune, effectivement, à prendre le fait qu'il vit dans une famille, il vit dans un environnement, il vit dans une société, et qu'il faut pouvoir, et l'adolescence, c'est l'une des missions de l'adolescence, qu'il faut qu'il puisse renégocier les relations avec les autres. Il faut qu'ils prennent en compte que la société existe, mais que ce n'est pas pour autant non plus qu'il doit devenir une sorte de robot où il suit les injonctions de la narration sociale et commune. Il faut qu'il puisse mettre au travail son désir et qu'il puisse s'articuler aussi avec le désir des autres, tout simplement. Et qu'est-ce que tu pensais un peu des témoignages à la fin là, du micro-trottoir? Moi, j'avais une jeune qui disait c'est pour essayer de se délivrer. Oui, j'ai bien aimé ce mot-là. Oui, se délivrer, j'aime bien le mot se délivrer. Alors, si c'est son ressenti et que c'est son besoin, ben pourquoi pas? Or, c'est une porte d'entrée. L'adolescent ou l'adulte ne vient pas juste pour se défouler, pour se délivrer. Il vient pour se délivrer, pour se défouler, et ensuite, les fois d'après, pour reprendre le fil, pour reprendre ce qui a été déposé. Quelqu'un qui vient et qui dépose des secrets chez quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est aussi pour qu'il puisse les mettre au travail. Donc, se délivrer, oui, pourquoi pas, mais se délivrer de quoi? Et surtout, quel sens donner au défoulement, à la délivrance? On entend par délivrer, c'est pas se défouler. Délivrer, il y a quelque chose plutôt de l'ordre de la libération. Ouais. C'est le principe de la psychanalyse, en gros, je veux dire la catharsis, c'est se libérer de quelque chose. Or, on se libère de quelque chose du moment où on arrive à lui remettre du sens, où on n'est plus prisonnier de cette chose-là. Donc si cette jeune-là dit j'ai ressenti à un moment donné le besoin de me délivrer, c'est un bon fonctionnement, c'est très bien, c'est bien. Mais il doit y avoir quelque chose qui suit derrière. C'est pas non plus j'arrive, je dis, je dépose, après je m'en vais. Ce que je suis beaucoup apprécié dans ce micro-trottoir, c'est la voix, comme tu dis, la clarté, c'était très... Oui, c'est assez c'est très conscientisé ce que c'est un psychologue en fait. Oui. Dans mes représentations, je pensais que ça allait évoquer plus de peur, plus de crainte, plus de méfiance. En fait, j'ai l'impression que la santé mentale, c'est quelque chose qui est vraiment parlé aujourd'hui et que les jeunes en sont plutôt conscients. Alors ça représente qu'une vingtaine d'ados là, mais... Oui, mais je pose souvent la question aux ados et même aux adultes lorsque je les reçois un peu quelle est la représentation qui se faisait avant de venir en consultation. Souvent, ce sont des jeunes ou même des patients adultes qui n'ont jamais rencontré de psychologue dans leur vie, donc ils se faisaient certaines représentations. Et finalement, alors globalement, je trouve que ça va de mieux en mieux. Ils n'avaient pas de crainte en particulier. Ce qui ressort le plus souvent, c'est la question de la maladie mentale. Ouais. Alors ça, ils l'ont beaucoup dit dans le micro-trottoir. Ouais, un petit peu. Suis-je fou ? Un petit peu. Oui. Ouais. Il y a quand même encore ça qu'il faut. Je trouve qu'il faut un peu travailler sur ça. C'est la question de je veux voir un psy parce que je suis fou, ou je ne veux pas aller voir un psy parce que je ne suis pas fou. La question n'est pas de la folie. Et ensuite, on parle de folie, mais de quel type de folie? Puisque chacun peut avoir sa propre représentation de qu'est-ce que c'est la folie aussi. Ouais. Et alors, pour un petit peu se recentrer et parler un petit peu plus de la MDA, ce que tu fais, ça fait quoi alors un psychologue à la MDA concrètement? Il faudrait poser la question aux ados plutôt. Ouais, mais j'ai pas encore posé de questions aux ados suivis à la MDA. Non, mais toi, dans ta fonction ici de psychologue, à quel moment tu interviens dans le parcours du jeune? Quand est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que ça fait à un jeune de venir à la MDA?
Alors déjà, il y a Tu un changes peu... un peu ma question quand même. Hein? Ma question c'était, ça fait quoi un psychologue à la MDA? Ah, ça fait quoi? Pardon. Ouais, Ah, ouais, tu vois, pardon. alors c'est un petit lapsus de ma part. Ça fait quoi un psychologue à la MDA? Alors donc, déjà, la MDA a la particularité de ne pas être un service médicalisé, ou tout de même où le côté médical est en complémentarité avec les autres disciplines. Donc, ça fait quoi un psychologue à la MDA? Je dirais que c'est chacun selon sa propre pratique et selon son propre parcours personnel. Il y a des psychologues qui font des premiers accueils, par exemple moi, et des psychologues qui ne font pas de premiers accueils, donc ils sont en deuxième instance. Un psychologue à la MDA reçoit un adolescent tel qu'il est. L'adolescent, il vient avec ce qu'il a, il vient avec ce qu'il a envie de dire, ou surtout avec ce qu'il n'a pas envie de dire. Il peut venir une première fois, une deuxième fois, et ensuite, il n'y a pas de suite. Ça peut être un adolescent tout simplement qui vient pour voir un peu en quoi ça consiste de rencontrer un professionnel ou en quoi ça consiste de rencontrer un psychologue. Il peut décider de ne pas poursuivre les rendez-vous. Il peut décider de prendre une pause. Il peut décider de revenir quelques années d'après. Le psychologue est là pour dire que la porte reste toujours ouverte. Psychologue à la MDA, ce n'est pas forcément dans le cadre d'une psychothérapie. Ouais, ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'il rentre dans une psychothérapie ou c'est comment on pourrait appeler ça? Alors, question assez complexe, parce que chaque maison des adolescents travaille à sa propre façon. Donc, à la base, les maisons des adolescents ne sont pas censées proposer des psychothérapies à long terme, mais on peut bien poser la question en quoi consiste une psychothérapie. Alors, un adolescent qui vient à la maison des adolescents, qui rencontre un psychologue 3 fois, 4 fois, 5 fois, et ensuite, il va un peu mieux, il n'a pas envie de revenir. Effectivement, les choses vont mieux pour lui. Est-ce que ça a été thérapeutique? D'une certaine façon, oui. Mais peut-être que le psychologue a tout simplement a reçu sa parole et l'a subjectivisée, c'est-à-dire tu es protagoniste de ton propre suivi. Bon. Est-ce que, au contraire, dans certains cas, l'adolescent, en fait, il va tellement mal et la situation est tellement complexe qu'il faut prendre en charge l'adolescent dans une équipe pluridisciplinaire, en complémentarité les uns avec les autres, et le suivre en ciblant certains domaines de son quotidien, que ce soit à l'école, que ce soit la famille, que ce soit son parcours d'études, que ce soit son stage, son travail, etc. Donc le psychologue à la maison des adolescents reçoit un adolescent qui est d'accord avec le projet qui est proposé par le référent, par la personne qu'il a rencontrée, qui a envie d'élaborer avec le psychologue son propre suivi, son propre accompagnement, qui peut être à court terme ou dans certaines situations à long terme. Alors, court terme, long terme, là aussi ça dépend beaucoup. Parce qu'il y a toute la question ensuite qu'on pourra aborder de ce qu'on appelle le transfert, le contre-transfert. Un adolescent qui vient et qui dépose ses secrets à un psychologue, c'est pas pour rien qu'il le fait. Donc il faut pouvoir prendre le temps de continuer à l'accompagner, le temps qu'il faut. Mmh. Et la temporalité de l'institution, la temporalité d'un adolescent, la temporalité de l'école, de la famille et du psychologue, elles ne sont pas les mêmes. Donc il faut essayer de pouvoir les articuler. Le psychologue se positionne dans une temporalité qui est très particulière, parce qu'elle est à la croisière de plusieurs chemins. C'est un peu un carrefour. Il doit pouvoir prendre en compte aux différentes temporalités, tout en sauvegardant l'espace de l'adolescent pour qu'il puisse déployer sa propre personne, et avec les rythmes qu'il lui faut, avec ses rythmes à lui. Et je crois que à la maison des adolescents, déjà il y a le signifiant maison des adolescents qui est très contenant, qui est très cocooning aussi quelque part. Ils se disent je vais à la maison des adolescents parce que je suis un adolescent. Et le psychologue doit pouvoir les accueillir en ce sens-là. Ben voilà, tu es un adolescent, tu viens à la maison des adolescents, on va parler de ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, et pas tout simplement, entre guillemets, ou spécifiquement des problèmes. À la maison des adolescents, on ne parle pas que des problèmes, on parle aussi de ce qui va, des ressources, de ce qui plaît, ce qui ne plaît pas.
et des projets pour le futur. Est-ce que toi, tu aurais des grandes thématiques dans l'accompagnement des jeunes ici à la Maison des Adolescents? Les grandes thématiques. Quel sujet revient souvent avec les adolescents que tu peux accompagner? Ah ben alors, l'école, les profs, déjà. Ouais. Et ça, c'est un peu la pointe de l'iceberg, très Ouais. souvent. Alors, les thématiques qui reviennent, c'est très souvent, mais c'est un peu en filigrane, c'est la place et le rôle de l'adolescent vis-à-vis de l'école, de la famille et des amis. Quelle place est-il en train de se faire ou de ne pas se faire dans la vie? Et je trouve que globalement, les adolescents qu'on reçoit, je dis globalement, hein, ils ont une perception assez précise de qui ils sont et qui ils ont envie de devenir. Surtout quand ils disent bof, je sais pas. C'est un peu défensif de temps en temps quand même, de dire bof, je sais pas. Mais je trouve qu'ils ont une perception assez claire, hein, ou tout de même qu'ils ont un imaginaire qui travaille. Donc les problématiques qui reviennent très souvent, c'est un peu leur place. Après, c'est comment faire sa propre place dans une famille où il y a eu beaucoup de problématiques, où il y a eu des gros déchirements. Comment voilà, une autre thématique tout de même importante par rapport à ça, c'est la différence des générations. C'est-à-dire un adolescent qui se rend compte que on ne parle pas aux amis comme on parle à un prof et comme on parle à un adulte. Donc mon rôle à la Maison des Adolescents, c'est de recevoir des ados, mais aussi des parents. C'est un peu ma spécificité ici. Je fais beaucoup d'accompagnement parental, de guidance parentale, comme on l'appelle de temps en temps, quoique le terme guidance ne me plaît pas énormément, mais plutôt de l'accompagnement parental et du soutien parental. Il y a quelque chose de l'ordre de la parentalité qu'il faut pouvoir soutenir. Donc le parent, il se retrouve souvent dans des situations où il ne sait plus comment parler avec son adolescent. On ne se comprend plus. Mais l'adolescent, qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus un enfant. Mais il y a encore 2 ou 3 ou 4 ans, c'est un enfant. Mais ce n'est pas encore un adulte. C'est un adulte en devenir. Et l'adolescent pose cette question-là. Qu'est-ce que je vais être en tant qu'adulte? Qu'est-ce que c'est que de devenir adulte? À quoi dois-je renoncer pour devenir un adulte? C'est des questions quand même de fond qui travaillent énormément. Et lorsqu'ils rencontrent des difficultés là-dessus, pouf, ça s'exprime par des comportements que j'ai évoqués tout à l'heure à l'école, à la maison ou dans le sport. Et bien évidemment, c'est ça qu'ils amènent. Ah, j'en peux plus des profs, ah, j'en peux plus de mon père, de ma mère, il me gonfle, il me répète toujours la même chose, moi j'écoute pas. Donc, les conflits. Très souvent, ce sont les conflits. Donc la place, la relation et les conflits. Les conflits et les émotions. Les conflits internes et intérieurs. Oui, complètement. Les émotions. C'est-à-dire comment je gère mes émotions. Je suis débordé par mes émotions. Je trouve qu'une grosse problématique chez les adolescents, particulièrement aujourd'hui, avec un discours, une narration sociale qui est très angoissante, qui peut être très destructive, où il y a des injonctions paradoxales, ont beaucoup fragilisé les capacités des adolescents à pouvoir s'identifier à des repères stables. Ça, c'est une vraie problématique. Donc, ils sont un peu à fleur de peau. Ils peuvent être très nerveux. Et ça, il amène. J'arrive pas à gérer mes émotions et je ne sais pas comment faire avec ça. À la Maison des Adolescents, on peut accueillir justement, le psychologue peut avoir ce rôle-là, de contenir ces émotions-là. Tu viens avec quand je disais tu viens tel que tu es, c'est ça aussi. Tu viens avec tes émotions. Tu es déprimé, tu es à fleur de peau, tu es dans une période où tu as envie de tout péter. Très bien, on va en discuter ensemble. On va essayer de rendre les émotions un peu plus métabolisables, un peu plus digérables, pour que tu puisses les vivre différemment. Pas que tu puisses les vivre comme nous on veut que tu les vives, mais toi, comment arrives-tu à gérer les émotions à certains moments de ta journée? Comment tu n'arrives pas à d'autres moments de ta journée à gérer ces émotions-là? Comment on peut travailler ensemble tout ça? Comment on peut les contenir? Et comment tu vois, toi, quand tu perçois un peu les évolutions des adolescents qui viennent te voir? Les évolutions des... Ouais, au moment où ils arrivent la première fois, tu les vois, et le moment où ils peuvent repartir ou ne pas revenir, comment tu peux voir s'il y a une évolution, ou s'il y a un changement, s'il y a un travail qui est fait sur ces émotions, en l'occurrence, ou autre? Alors, il y a plusieurs... Alors, comme je disais tout à l'heure,
le rôle du psychologue, c'est d'essayer d'écouter, d'entendre. Donc il y a des signaux un peu très non-verbaux qui peuvent s'exprimer. Moi, j'aurais envie de dire, alors ça se passe dans le transfert. Oui, tu en as parlé tout à l'heure, transfert contre transfert. Transfert contre transfert, c'est la base Ouais. d'un suivi psychologique. Et ce sont des notions qui viennent de la psychanalyse. Donc le transfert, c'est lorsque la personne vient et reproduit, sans le faire exprès, par projection, leur propre vécu. C'est-à-dire ils viennent, ils rencontrent un psychologue ou une psychologue et ils commencent à reproduire un peu des rapports, des relations qu'ils ont eues avec des profs ou avec des parents, etc. etc. Avec le temps, le transfert peut changer un peu de nature. Quand il commence à y avoir un peu des petits mouvements qui se révèlent. Il peut y avoir des adolescents qu'on voit des améliorations dans l'intonation, le ton de la voix. Ça, le psychologue doit pouvoir être très attentif. Le psychologue ne doit pas être là pour attendre des résultats, mais doit pouvoir être là pour entendre, pour écouter et pour repérer des petits changements qui se font de plus en plus autour du ton de la voix, c'est-à-dire une voix plus assurée, la posture. Un adolescent qui arrive, qui d'abord il est comme ça, avec un regard fuyant, et qu'avec le temps, vous vous rendez compte qu'il est de plus en plus sûr de lui-même, et qu'il a une posture différente, un regard différent, il arrive à soutenir le regard de l'autre. Et je dirais, très important aussi, après c'est sûr que j'oublie pas mal d'autres choses aussi, hein, mais dans mon expérience à moi, la capacité à se projeter dans le futur. Aujourd'hui, c'est extrêmement important. Beaucoup de jeunes ont du mal, surtout depuis confinement, reconfinement, etc., depuis 2020-2021, ils ont beaucoup de mal à remettre un sens dans un projet. Pourquoi je devrais faire ça? Bon, pour gagner de l'argent, payer un loyer, mais à quoi bon tout ça? Du moment où ils commencent à se projeter dans le futur, à se dire j'ai envie de, j'aurais envie de, ça ne me plaît pas, ça me plaît parce que je voudrais faire ça, ou je voulais faire ça mais je ne suis pas arrivé à le faire, par exemple par Parcoursup, il n'est pas arrivé à tenir ça, mais il se dit bon, c'est pas grave, je vais faire quelque chose d'autre. Ah ben c'est super, là ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du désir qui commence à se remobiliser. Et là, au cours d'un suivi, c'est extrêmement important. Du moment où vous avez un adolescent qui recommence à se projeter dans le futur avec un principe de réalité aussi, hein, c'est-à-dire mais ça, je ne peux pas le faire, il faut que je l'accepte, parce que je peux faire autre chose. Eh bien, c'est super. Là, on voit vraiment l'évolution d'un adolescent qui va mieux. Après, je répète, hein, il peut y avoir d'autres choses que j'oublie, mais moi, je dirais que ce sont un peu c'est un peu ça qui nous fait dire si le suivi, dans quel sens le suivi évolue. Après aussi la continuité, est-ce qu'il rate beaucoup de rendez-vous ou pas, ou est-ce qu'il vient régulièrement? J'oserais dire, globalement, les ados qu'on reçoit ici, moi ça a été une grosse surprise au début de mon travail à l'MDA. Je m'attendais que des adolescents, ils viennent, ils ne reviennent pas, qu'ils sont... Pas du tout. Franchement, je trouve qu'ils reviennent très systématiquement. Ils ne sont pas forcément poussés par leurs parents non plus. Et ils viennent chercher quelque chose à un moment donné. En tout cas, le désir, il est là, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Il y a du désir. Du désir. Du désir, de l'envie qui est là, et surtout qui mettent du sens dans ce suivi-là. Quand un adolescent vient pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pour un adulte, peut sembler quelque chose de normal, de quelque chose qu'on fait d'habitude dans le cadre d'un suivi. Mais non, mais il faut se remettre vraiment dans la perspective d'un adolescent de 13-14 ans. Un adolescent de 13-14 ans qui vient à tous ses rendez-vous pendant 1 an, mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc là, on le voit aussi. Et au travers de ce que tu dis, alors, dans nos perceptions et dans nos peurs autour du psychologue, pourquoi alors, au travers de ce que tu dis, j'ai l'impression, pourquoi alors on a peur du psychologue? Pourquoi on le craint? Parce que dans tout ce que tu dis, ça a l'air tout à fait bénéfique, quoi. Bon, oui. Alors, mais ça, c'est quand ils viennent. Après, il faut reprendre ça quand ils ne sont pas encore arrivés. Ah ouais. Donc, les craintes du psychologue, alors, on a vu tout à l'heure quand même dans les réponses des ados pour le micro-trottoir qu'il ne me semble pas d'entendre énormément de craintes de la part de ces ados-là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la notion de psychologie et donc quoi ça consiste un psychologue, et surtout qu'on ne va pas voir un psychologue parce qu'il va nous stigmatiser et qu'il va nous dire si on est fou,
Je crois que ça commence à rentrer finalement commence à s'inscrire dans une perception sociale qui est plutôt positive. Donc pourquoi, mais d'autres adolescents bien évidemment ont des craintes par rapport aux psychologues. Pourquoi ils ont peur? Alors, Crainte de parler de sa vie privée, sa vie il y a intime. la question de l'intimité. Chez l'adolescent, l'intimité est extrêmement importante, c'est très délicat. Surtout lorsque la problématique se situe au niveau de l'intimité. Donc, il s'est passé quelque chose autour de l'intimité, de la sexualité et des orientations de genre, comme on les appelle aujourd'hui. Ouais. C'est un peu l'intimité de l'adolescent qui est dévoilée. Les adultes s'inquiètent et donc ils se mobilisent. Et à un moment donné, il y a l'adolescent qui se dit oui, mais c'est mon intimité que maintenant est révélée à tout le monde. Là, il peut y avoir un mouvement de repli où il se dit en fait, j'en ai marre de parler de mon intimité. Et le psychologue est le dernier en fait à être au courant de ce qui s'est passé. Il y a déjà la famille, les frères, les sœurs, les amis, les profs, etc. Après, pour d'autres adolescents où il n'y a pas forcément la question de l'intimité telle que je l'évoque, il y a tout simplement un mouvement défensif où ils n'ont pas envie de raconter leurs histoires à un inconnu. Ils ne se sont pas encore prêts. Et ça, il faut le respecter aussi. S'ils ne sont pas encore prêts, c'est inutile d'insister. Mais ça vaut la peine quand même de les rencontrer pour qu'ils puissent rencontrer un psychologue et qu'ils puissent expérimenter ça et voir en quoi ça consiste. Ils ont peur que le psychologue les accuse. Souvent, des adolescents ont l'impression que c'est eux le problème. Ah, va voir un psy parce que tu as un problème. C'est-à-dire parce que tu es un problème. Souvent, c'est ce qu'on peut entendre des ados qui viennent à la maison des adolescents. Oui, c'est lui le problème. Quand le parent parle de ça. Oui. Et l'adolescent peut se sentir comme étant un problème. Il y a des adolescents qui portent le symptôme des dysfonctionnements familiaux aussi. Et ma foi, quand on est dans une situation pareille, il a toutes les raisons de craindre de voir un psy, puisqu'il se dit tout le monde me parle de problèmes, que je suis un problème, que j'ai que de problèmes, je vais voir une autre personne qui va me renvoyer encore mes problèmes. C'est pas le cas. C'est pas le cas avec un psychologue. Alors là, on a une question de Nebs. Je l'ai dit tout de suite, peut-être qu'on y répondra après. Je pense qu'on y répondra après. Est-ce qu'il est acceptable entre guillemets, de parler à un psychologue dans toutes les cultures? Mais ça, c'est un petit peu la fin de notre interview. C'est la question que j'aime bien. Donc, on va juste temporiser et on y répondra à la fin. Nebs, ça ne te dérange pas, donc reste bien avec nous. Ça fait un petit peu de fidélisation. C'est une question extrêmement importante, surtout en ce début de millénaire. Effectivement. Ouais. Donc, j'ai envie de continuer sur nos perceptions et nos peurs. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un psychologue pour vivre, pour aller bien dans sa vie? Mais non. Mais j'ai envie de dire oui, parce que sinon, après, il y a personne qui vient. Non, pas du tout. Je crois qu'il y a... Avant, ça parle peut-être de notre réflexion sur l'importance de la santé mentale, quoi, dans nos vies. Oui, justement. On a évoqué ensemble, on avait parlé en préparant cette interview de déresponsabilisation, de choses comme ça. Oui. Alors, on peut tout de même prendre en considération le revers de la médaille de la vulgarisation, de la démocratisation de l'accompagnement psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je crois que certains psychologues sans le faire exprès ou pas, mais en tout cas, on peut participer à ça, ça tient qu'à moi. Hein. Oui. Mais ils ont un peu participé à ça, c'est de se dire, dès que tu as un problème, ça vaut la peine de venir voir un psy. Je trouve que ça, c'est un peu déresponsabiliser les entourages, et c'est aussi renvoyer le fait que dès que tu as un problème, en fait, tu n'arriveras jamais toute seule. On va voir un psy du moment, comme je disais tout à l'heure, où on n'y arrive plus toute seule, où on a besoin d'y voir un peu plus clair, où on a besoin d'un soutien qui soit tiers, c'est-à-dire qui ne soit pas un membre de la famille, qui ne soit pas quelqu'un qu'on connaît déjà, quelqu'un qui est dans la neutralité. Parce que quelqu'un qu'on connaît, que ce soit un membre de la famille ou un ami ou un professeur, ce sont des personnes qui ne peuvent pas être neutres. C'est pas possible. Et c'est bien aussi qu'ils ne soient pas neutres.
quelque part. Mm. Tandis qu'un psychologue doit pouvoir être le plus possible dans une forme de neutralité où l'adolescent puisse s'exprimer le plus possible librement. Donc non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un psy pour aller mieux. Après, il y a d'autres figures professionnelles aussi, hein, bien évidemment. Quelqu'un qui va voir, qu'en sais-je, un sophrologue peut aller mieux parce que voilà, le sophrologue travaille avec ses propres outils autour de l'articulation entre le corps, l'esprit, comment gérer les émotions, comment mieux les reconnaître, etc. Donc il va voir un sophrologue, peut-être il va mieux. Et là, il n'y avait pas besoin forcément d'aller voir un psy. On va voir un psy, comme je disais tout à l'heure, que je l'ai dit plusieurs fois, lorsqu'on en ressent le besoin et surtout lorsqu'on a envie quand même de mettre au travail des choses un peu dérangeantes, un peu profondes. Le sophrologue ou le psychiatre ou le psychologue ou le psychanalyste ne font pas le même travail. Ils ne travaillent pas de la même façon, ils ne travaillent pas forcément sur le même sujet. Donc, pour aller mieux de temps en temps, se lire un livre, c'est bien aussi. Hein. Il y a plein d'autres petites recettes pour. Il y a plein d'autres petites recettes pour aller mieux. Oui, mais complètement. D'essentiel, quoi. Oui, je trouve qu'on en fait un peu trop aussi. Les personnes doivent pouvoir aussi se faire confiance et essayer de surmonter leurs problématiques. Et du moment où ils n'y arrivent pas ou qu'ils voient qu'il y a quelque chose vraiment qui cloche devant eux, eh là, c'est le moment d'aller voir un professionnel, bien sûr. Ils sont les bienvenus. Ok, je te propose de faire une petite pause dans notre interview et passer dans un petit format qu'on n'avait pas préparé ensemble. Je te propose de faire, tu l'as vu un petit peu tout à l'heure, une interview psylosophie. Mélanger de psylosophie. Mélanger la psychologie et la philosophie. Je vais te poser quelques questions. Ah. Tu sais pas lesquelles. Attends, on va voir. Ah, non, bien sûr. Et après, on passera sur la dernière partie qui va plus parler un peu de l'histoire, l'évolution de la psychologie et un peu de qu'est-ce que vous allez devenir plus tard avec tout ce numérique et les intelligences artificielles qui arrivent. Attention, faites gaffe, ils vont vous préparer des trucs gigantesques, hein, là, les génies de l'IA. Ouais. Donc pour moi, cette interview plutôt philosophie. On va parler des psylos des champignons, on va parler d'un mélange de la psychologie et de la philosophie. On va pas parler de Castaneda. Je suis un petit peu inspiré de... Tu as un site internet, tu as un blog où tu postes régulièrement des articles en lien avec plusieurs thématiques. Ça s'appelle Noaise, la grotte à poncer. Et je l'ai créé en janvier 2024. Et effectivement, je poste des articles, des réflexions autour de sujets divers et variés. Globalement, mythologie, psychologie, un peu histoire aussi, autour de la réflexion. Noès, en grec ancien, ça veut dire l'acte de pensée. L'acte de pensée, c'est ça, j'avais vu. Donc j'ai un peu farfouillé dans ton, dans ton site, parce que j'ai appris à te voir sur une autre facette au travers de ce site-là. Et puis je suis tombé sur des articles qui m'ont beaucoup intéressé. Je n'ai pas tout lu, mais je trouve que les sujets sont intéressants. Donc allez y jeter un œil, c'est très intéressant. Donc, je vais te dire des petites questions autour des articles qui sont issus de ton site et on va voir ce que tu réponds. Allons voir. Est-ce que les rêves prédisent-ils l'avenir? J'aurais te poser ça comme question. Ah, j'adore. Si ça dépend dans quel espace temporel tu te situes, dans quelle époque. Si tu es un homme ou une femme prémoderne, donc, où il y a une dimension de la pensée archaïque, la réponse est claire, mais bien sûr que oui. Aujourd'hui, nous sommes dans ce que certains sociologues appellent le postmodernisme. Gilles Lipovetsky parle de hypermodernisme, c'est-à-dire l'ère de l'accélération, donc où il y a une dimension plutôt matérielle, matérialiste, scientifique, rationnelle, rationaliste, où tout ce qui n'est pas compréhensible soit doit l'être, soit c'est irrationnel et donc ça n'a aucun intérêt. Il y avait un auteur qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Walter Otto. C'était un philosophe et un mythologue allemand de la première moitié du XXe siècle, qui faisait ce type de critique, justement. Il disait le problème, parmi les problèmes, c'est qu'au cours des siècles, ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire la parole rationnelle, a remplacé
le mythos. Le mythos, c'est la parole révélée, la parole qui n'a pas besoin, le conseil qui n'a pas besoin d'être prouvé rationnellement. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas logique, que ce n'est pas cohérent. Donc, les rêves, dans l'ancien temps, pouvaient déterminer des prises de décision extrêmement importantes pour la police, pour la cité. Aujourd'hui, puisque nous sommes dans le postmodernisme, nous sommes dans une époque où l'hyper-rationalisation, quelque part, a un peu galvaudé ou désinvesti la dimension du rêve. Les neurosciences peuvent te dire que le rêve, c'est tout simplement une manière que les neurones ont de travailler les informations du passé ou de la journée. Moi, je dirais, le rêve ne prédestine pas, mais il vient signifier quelque chose qui peut révéler de tendances de projection dans le futur. Donc, il n'y a pas de prédestination, mais il faut quand même y réfléchir un petit peu. Oui, ça révèle quelque chose. Ça peut révéler quelque chose dans le contexte où tu te trouves actuellement. Mais pour pouvoir le prendre en compte, il faut qu'on mette un petit peu d'à côté l'excessive rationalisation. Ok, merci pour cette... Enfin, c'était un peu articulé, mais... Prochaine question. Est-ce que ressentir de la colère est un signe de faiblesse? C'est des questions profondes, hein, c'est un peu philosophique. Hein. Je vais partir sur une réponse d'une demi-heure, là aussi. Alors, non, ce n'est pas un signe de faiblesse. Les êtres humains ressentent de la colère, c'est normal, et dans beaucoup de situations, c'est même souhaitable. Oui, il faut être en colère. Il y a un auteur qui me plaît beaucoup, c'est Albert Camus, tout le monde le connaît, et il parlait dans l'un de ses livres, c'est L'homme révolté. À quel moment il faut se révolter? C'est-à-dire à quel moment il faut être en colère? Bien sûr qu'il faut être en colère. Lorsqu'il y a une injustice qui ne peut pas être supportable et qui n'est pas supportable parce que c'est injuste ontologiquement, c'est-à-dire par essence, c'est injuste, il faut se mettre en colère. C'est important. Je rencontre beaucoup de personnes qui vont mal parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre en colère. Ah ouais. Eh oui. Donc où la colère est refoulée, et ça se répercute sur leur santé mentale. Donc la colère s'exprime d'une manière détournée, par exemple à travers les addictions, alcoolisme, polyconsommation. Il peut y avoir des personnes qu'en fait ils ne se mettent jamais en colère, mais ils consomment. C'est-à-dire que la colère doit pouvoir être exprimée pour que la consommation puisse être réfléchie, pensée autrement. Donc ce n'est pas un signe de faiblesse. Cela dit, ce n'est pas non plus qu'on peut se mettre en colère tout le temps. La colère systématique et répétée pour tout et n'importe quoi, comme seule réponse qui peut être donnée par le sujet, peut nous faire penser tout de même à une dimension un peu fragile de la part de la personne. Pourquoi elle a besoin de se mettre en colère tout le temps? Qui c'est qui se met en colère tout le temps? C'est un enfant, c'est un nourrisson, c'est un bébé. Il n'a pas encore les capacités verbales pour dire et pour articuler d'une manière convenable ce qu'il ressent. Le fait qu'il n'est pas d'accord, le fait qu'il y a une injustice, etc. Donc quelqu'un qui se met toujours en colère et qui passe son temps à crier, il y a quelque chose quand même qui peut nous faire penser à un peu des fragilités de fond. Dans l'ancien temps, dans la Grèce ancienne, le péché capital chez les Grecs, c'était l'oubris. L'oubris, c'est la colère sans limite. C'est l'absence de limite, c'est la destruction des limites, c'est la colère sans aucune raison, la colère irrationnelle. Dans l'Iliade, en fait, l'Iliade commence avec la colère d'Achille. Et Achille, qui est le préféré des dieux, à un moment donné, est répréhensible parce que quand il arrive à tuer en duel Hector, il prend son cadavre et il le traîne de partout. Et il humilie le cadavre. Et là, les dieux ils disent, là, ça ne va pas. Là, c'est l'oubris. C'est la colère sans fond. Ça, c'est la colère destructive. Achille, dans l'Iliade, et aussi dans d'autres poèmes, est un personnage assez particulier, parce que finalement, on peut se dire, bon,
il est quand même un peu fragile, quoi. Il se met en colère assez facilement. Et il boude. Donc oui, il peut y avoir cette dimension-là. Et chez les anciens, a été très 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 connue, la dimension de la colère liée à la faiblesse ou à la fragilité. Ok, explorons maintenant la psychologie et les mythes modernes. Je vais te poser une question. Est-ce que les tatouages modernes sont-ils des actes de rébellion ou une réappropriation de rituels ancestraux? Moi, j'aimerais bien penser que ce soit une réappropriation de rituels ancestraux. Dans certaines situations, c'est le cas. Globalement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que lorsqu'on faisait des tatouages, lorsque dans les sociétés archaïques, il y a des tatouages, ils viennent signifier un événement, une césure, c'est-à-dire des rites de passage, par exemple. Mais des rites de passage qui étaient inscrits dans une tradition qui prenait en compte la dimension sacrée et religieuse et que par la suite venait marquer un passage. Donc, c'est-à-dire, tu n'es plus un enfant, maintenant tu es un adulte. Tu n'es plus, disons, un citoyen normal, mais tu es devenu un guerrier ou tu es devenu un chaman, etc., etc. Donc aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'époque de la sécularisation, ce côté-là s'est perdu, mais il n'a pas disparu pour autant. Beaucoup de personnes se font des tatouages pour marquer un événement important de leur vie. Un mariage, la naissance d'un enfant, la fin des études, ou un voyage. Mais un voyage un peu symbolique. Ouais. Donc j'aime bien la dimension symbolique du tatouage. Donc j'oserais dire, en fait, ça dépend de ce que la personne en fait. Si le tatouage est tout simplement pour de la rébellion, bon, le problème c'est quand la rébellion est passée, que la personne s'est calmée, le tatouage n'a plus aucun sens. C'est sûr. Donc c'est pas très intéressant non plus. Mais les mythes modernes, ben, bien sûr, les mythes modernes, il y a des mythes modernes aujourd'hui, mais ce n'est pas des mythes modernes d'aujourd'hui, ce sont des mythes anciens qui ont été sécularisés, mais dont la structure perdure dans le temps. Et on a besoin de les exprimer, on a besoin de référentiels et de repères. Prochaine question, est-ce que les réseaux sociaux encouragent-ils des dynamiques tribales aujourd'hui? Oui, absolument, oui. Oui, absolument. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on met dans le mot tribal. Tribalisme, ça peut renvoyer des images assez différentes. Hein. Quand on dit tribal, on imagine un peu des types avec des lances. J'allais dire primitif, quoi. Quelque chose de primitif. Mais même ça, primitif, il y avait des auteurs, je parlais de Walter Roth tout à l'heure, mais aussi de Mircea Eliade, c'est quelqu'un qu'il faut absolument lire par rapport à tout ça. Primitif, c'est devenu un gros mot, c'est un peu dénigrant, mais pour ces personnes-là, pour ces chercheurs-là, des années 20, 30, 50, 40 et 60, le mot primitif, ce n'était pas quelque chose de dénigrant, ce l'est devenu en fait. C'est là le problème de la modernité. Tout ce qui n'est pas rationnel, c'est primitif, c'est-à-dire que c'est une forme de pensée naïve et qu'on disqualifie. Ça, c'est faux. Quelque chose qui est galvaudé, quelque chose qui est négatif, quoi. Quelque chose qui est galvaudé, quelque chose qui est négatif. Moi, je serais même pour aller un peu dans l'extrême et reprendre une pensée primitive. C'est très important de reprendre une pensée primitive, je trouve, parce que ça te remet en connexion avec d'autres dimensions de la pensée. Donc, c'est-à-dire des choses plus naturelles, des choses... Si tu veux, quelque chose de plus naturel. Donc, les réseaux sociaux, est-ce qu'ils favorisent une sorte de tribalisme? Oui, mais selon le terme qui est utilisé aujourd'hui par certains sociologues. C'est-à-dire quelque chose un peu de l'ordre de l'entre-soi, coupé du reste, communautariste aussi. Ça, oui, je crois que ça le favorise. En fait, on croyait que ça allait démocratiser de plus en plus les choses. Donc, il y a un côté qui est absolument phénoménal dans Internet, c'est que tu as accès à énormément d'informations. Le problème, c'est comment tu vas filtrer toutes ces informations, qu'est-ce que tu vas chercher dans l'Internet et surtout les algorithmes, comment ils récupèrent tes informations pour te diriger, non pas vers différentes communautés, mais vers une communauté ciblée. Donc, ça va créer une sorte de tribalisme. Or, ce n'est pas Internet qui crée le tribalisme. C'est les gens qui sont en recherche de communautés aussi. Ouais, c'est comment la communauté, oui, elle se construit au travers d'Internet. Il peut y en avoir, absolument. Il y a des bons usages d'Internet aussi. Hein. Bien sûr. Donc des tribus, pourquoi pas des tribus?
Allez, je continue. Vas-y. Inconscient collectif et récit maintenant. Pourquoi dit-on que le loup est méchant dans les contes? Alors, c'est le truc qui ne me plaît pas du tout parce que j'aime bien les loups en plus. Ouais, c'est pour ça. Alors, Toi qui viens d'Italie, le loup elles a sont. un symbole, notamment la ville de Rome. Enfin, Oui, la j'aime bien ça. louve de Rome, La bien louve de sûr. Rome, ouais. Mais on pourrait dire le loup du Gévaudan. Alors, est-ce que tu peux répéter la Pourquoi question, dit-on s'il que te le loup plaît? est toujours, enfin, que le loup est le méchant dans les contes? Oui, mais d'abord, il y avait quelque chose C'est l'inconscient collectif et les de récits. l'inconscient Pourquoi collectif. On le l'a loup est parlé, toujours... mais on va partir un peu sur du Jung là. Alors, pourquoi ce n'était pas le cas avant? Avant, ce n'était pas du tout le cas. Donc, la question des loups, c'est une question plutôt historique. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, les loups, ils étaient un peu partout. Donc, c'était l'animal qui concurrençait les ressources, le gibier, par exemple, avec l'homme. Et donc, il fallait pouvoir survivre et tuer des loups. Après, il y a toute une dimension de l'inconscient qui est très importante. Ben, par exemple, les loups-garous, bien évidemment. Pourquoi on parle de loups-garous? Je crois qu'il y a eu plusieurs dimensions plusieurs dimensions religieuses qui ont identifié le loup à la nuit, à l'agressivité, les crocs. Le côté Et, animal, tout ça. peut-être, qui se cache en l'homme aussi, je sais pas. Enfin, Oui, un peu le côté animal. Il y a plusieurs expressions autour des loups, mais moi, j'aime pas. Le loup est un animal extrêmement sociable. Hein. C'est un animal dont la structure sociale du loup est la plus complexe dans le royaume animal chez les mammifères. Hein. C'est le plus complexe. Les loups, ils forment un couple, et c'est un couple pour le reste de la vie. Ouais, Ils sont monogames. Et puis tu parlais des loups-garous. Loup-garou, c'est aussi un jeu qui est très prisé par les ados. Oui, Le jeu du loup-garou. Oui. Jouer un rôle, cacher quelque chose parmi un village. Oui. Je crois qu'en fait, la figure du loup a pris autant d'ampleur dans une dimension obscure parce que, justement, dans l'inconscient collectif, ça vient un peu représenter ce que Jung a appelé l'ombre, c'est-à-dire toute la dimension obscure, délétère, mystérieuse, et qui peut faire peur de l'âme humaine. Et le loup, elle représente bien ça, puisqu'on le voit plutôt la nuit. Et je te pose une dernière question. Oui. J'ai envie d'aller sur un... J'avais beaucoup de questions, mais là je vois l'heure qui avance. Ah oui. Et bientôt, ça va être la fin de notre live. J'ai envie de te dire, parler un petit peu des récits comme outil de compréhension psychologique. J'ai envie de parler un peu de la pop culture. Quel mécanisme psychologique Batman utilise-t-il pour surmonter ses traumatismes? On va faire une psychanalyse de Batman, là. Je sais pas, mais comment on peut en parler simplement? Non, et souvent, voilà, on parle souvent des super-héros, c'est quelque chose qui sont prisés par les plus jeunes, par les ados, par les adultes aussi. Aujourd'hui, voilà, comment on peut analyser un peu les traumas des super-héros, là en l'occurrence Batman? Alors, Batman, moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les films de super-héros, je me renseigne, je connais, un peu comme beaucoup de personnes. Tout de même, il y a un personnage qui m'a toujours fasciné depuis mon enfance, c'est Batman, justement. Ouais. Donc tu connais un peu son histoire, tout? Oui, oui. Mais je crois que j'ai vu tous les films de Batman. Je pense que, alors, à part le film de Tim Burton qui reste la référence parce qu'interprétation et tout le côté esthétique, mais je trouve que le film de Batman le plus intéressant est le premier, comment il s'appelle? Batman Begins. Avec Christian Bale? Voilà, le premier Batman avec Christian Bale. Je trouve que c'était le plus intéressant parce qu'il y a l'un des méchants de l'histoire. Ra's al Ghul, je crois, c'est ça? Oui. C'est ça? Oui, Ra's al Ghul, mais l'autre méchant, en fait, c'est un psychiatre qui devient un peu un épouvantail. Ouais. Donc, et le psychiatre parle de Jung. Et je crois que les metteurs en scène n'ont pas choisi ce dialogue-là pour rien. C'est-à-dire que la spécificité de Batman, c'est qu'il arrive à dialoguer avec l'ombre. Pour Jung, en fait, l'ombre, pourquoi on va mal? C'est parce que toute la dimension inacceptable et obscure de nous-mêmes, on essaie de la projeter, et notamment on la projette chez les autres. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Ça, c'est classique. Et ça, c'est l'ombre, pour faire simple. Or, pour Jung, il y a un processus de découverte de soi et qu'il appelle un parcours d'individuation,
où il faut pouvoir commencer à dialoguer avec l'ombre, c'est-à-dire avec ces parts de nous qu'on n'accepte pas pour pouvoir les réintégrer, pour pouvoir les rendre plus acceptables, Mhm. pour pouvoir avoir la personne au complet. Jung parlait du le soi, tandis que les philosophies orientales parlent du Atman, c'est-à-dire la personne dans son entièreté, et pas une personne découpée comme on voudrait aujourd'hui, que tout doit aller bien selon les règles sociales, etc. Non, une personne en part entière. Batman, il fait exactement ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vu ses parents mourir sous ses yeux. Il aurait pu choisir de choisir entre guillemets, il aurait pu sombrer, ou il aurait pu reproduire à l'infini ce qui lui est arrivé en devenant un criminel à son tour, ou en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va en faire? Eh bien, très bien. Il va essayer de dialoguer avec l'ombre, c'est-à-dire l'ombre qui est représentée, qui est incarnée par la chauve-souris. Et lui, il devient la chauve-souris. Mm. Mais pas pour détruire, mais pour remettre de la justice. Oui. Après, le mécanisme, c'est de l'autoréparation, ça c'est clair. C'est de la résilience aussi, quoi. Parce que... Oui, c'est un super-héros qui a psychotraumatisé et qui va pas super bien, mais qui arrive à tenir grâce à ça, grâce à des ressources et surtout en s'identifiant à sa part d'ombre. Eh ben merci, on va s'arrêter là pour l'interview Psylosophie. J'aurais encore plein de questions à te poser, mais je vois l'heure qui tourne. J'aimerais vraiment qu'on parle de cette dernière partie. Ouais, franchement, ce serait un grand plaisir de te réinterroger là-dessus. Et surtout, voilà, on te rappelle ton site. Nuez, la grotte à penser. Tapez ça sur Google, il arrive souvent en tête de liste. Maintenant, ça marche très bien. Merci Geoffrey pour m'avoir aidé à le faire apparaître sur Google. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, pour finir, un peu de l'histoire et l'évolution de la psychologie. J'ai envie de dire comment on est arrivé à un métier aujourd'hui, comment on est passé de celui qui écoute près du feu, quand on était primitif, tribal encore à l'époque, enfin à l'époque dans l'histoire, dans l'Antiquité, quand on est passé de cette écoute chamane à un psychologue aujourd'hui, comme j'avais fait dans mon introduction. Alors en France, lorsque je parle avec les gens qui me disent qu'ils n'ont pas besoin d'un psy, ils me disent pas besoin d'un psy, j'ai des amis, je vais parler avec les amis. En Italie, on me disait, il n'y a pas besoin d'un psy, il y a les prêtres. Tu veux parler de toi, tu vas voir un prêtre, tu vas voir un curé. Ouais. Dans les temps anciens, il y avait un peu de ça. C'est-à-dire qu'on allait voir le chaman ou qu'on allait voir le philosophe. Déjà en Grèce ancienne, il y avait des philosophes qui se faisaient payer pour, disons, pincer les blessures de l'âme. Je ne me souviens plus quel philosophe. Mais si tu veux, la question de la psychologie ça vient de loin. Jusqu'aux Lumières, la psychologie était considérée comme étant une branche de la philosophie. Voilà. Vous avez la maïotique de Socrate. Donc Socrate ne va pas vous dire qu'est-ce que vous devez faire ou comment les choses sont. Socrate arrive et il vous interroge. Donc, il faut lire tous les dialogues de Platon, où très souvent c'est Socrate qui est mis en scène. Socrate, la maïotique, c'est je vais chez une personne qui n'est pas un philosophe et je l'interroge. Et en l'interrogeant de la manière appropriée, la personne va donner des réponses qui vont révéler des concepts très hauts et très importants. Ça, c'est la maïotique, des vérités. La césure, on commence à la voir à partir des Lumières. Les Lumières disent, hop, toute la dimension religieuse sacrée, et c'est de la superstition, donc il faut y mettre des lumières, il faut rationaliser, c'est de la matière, etc., etc. Alors ils se sont posé la question, ils ont dit, mais en fait, l'âme, l'esprit, c'est de la psyché. Mais la psyché, du coup, puisque c'est quelque chose qui n'est pas palpable, comment on va l'étudier? Et là, c'est la physiologie qui rentre en compte. C'est-à-dire, l'âme et la psyché se trouvent dans le cerveau. Donc on va essayer d'analyser le cerveau. Après les Lumières, qui ont ouvert un peu le terrain, arrive le 19e siècle. Et au 19e siècle, vous avez le positivisme et le matérialisme et le néopositivisme vers la fin. Donc là, la méthode scientifique se peaufine de plus en plus jusqu'au
jusqu'au 1871 ou quelque chose comme ça, où on ouvre le premier laboratoire de psychologie expérimentale en Allemagne, à Leipzig, je crois, et c'était Wilhelm Wundt qui a ouvert ça. Ils essayaient de comprendre comment la psyché travaille et comment pouvoir comprendre les lois de la psyché d'une manière rationnelle, d'une manière mathématique, avec des lois communes à toutes les cultures, à tous les êtres humains. Mais c'était de la psychologie expérimentale. Hein. Les temps de réaction, le QI, la capacité de réflexion, la cognition, etc. etc. Ce n'était pas encore forcément lié à la dimension clinique. Quoique elle existait, mais la dimension clinique était abordée plutôt par les psychiatres, notamment en France. Ils ont beaucoup étudié, la psychiatrie est née en France et en Allemagne. Donc toujours dans la même période, vous avez en France Charcot qui commençait à faire le lien entre les manifestations néurasthénie et hystérie et des traumas un peu enfouis. Freud était un disciple de Charcot. Mais Freud, beaucoup de concepts qu'il a vulgarisés par la suite et qu'il a développés de lui-même, c'est pas lui qui les a apportés. Par exemple, la question du subconscient était déjà présente chez un psychiatre et psychologue français, Pierre Janet. Vous lisez aujourd'hui Pierre Janet, en fait, vous retrouvez du Freud. C'était avant Freud. Donc lui, il a repris des concepts, il les a élaborés. Souvent, il écrivait la référence, c'est-à-dire c'est pas moi qui a inventé ça, qui a découvert ça, mais c'est quelqu'un d'autre. D'autres fois, il ne le faisait pas. On peut le dire. Il faut un peu le dire, faut le savoir un petit peu. Ouais. Et ceux qui n'enlèvent rien, après, tout son travail. Son talent autour de l'étiologie. Donc, c'est à ce moment-là que je trouve que ça devient un peu un métier. Ouais. C'est à ce moment-là que la parole et l'écoute deviennent professionnelles. Exactement. On écoute la parole de la personne, du patient, sans la renvoyer forcément qu'à une dimension, disons, cognitive. Et qu'est-ce qu'on fait avec les fous? Alors là, c'est Michel Foucault qui a fait énormément d'études sur cette question-là, la folie. Dans un monde moderne et postmoderne, le fou dans le temps archaïque avait sa place dans une communauté. Le fou, dans le temps présent, on le met où? Il faut le soigner. Et comment on le soigne? Soit à travers la psychiatrie, soit à travers la neurologie, soit à travers, disons, de la psychothérapie ou de la psychanalyse. Ok. Je trouve que c'est un peu à ce moment-là que ça s'est développé, à la fin du 19e siècle. 19e siècle, ok. Dans ta présentation, tu nous as dit que bien sûr, tu étais originaire d'Italie, tu avais voyagé en Arménie. 2 ans, je suis resté en Arménie. Ouais, tu as resté pendant 2 ans en Arménie. Est-ce qu'il y a une différence entre un psychologue en France et ailleurs dans le monde? Est-ce que même la psychologie est différente en fonction des pays où tu as pu voyager? Oui, totalement. Oui, et puis je cite genre avec la question qui était posée par Nebs tout à l'heure aussi. Voilà, c'est comme ça qu'il a dit, j'ai perdu la question, mais je crois que c'est est-ce qu'il est acceptable, entre guillemets, de parler à un psychologue dans chaque culture, enfin, pour n'importe quelle culture. Voilà. Est-ce que la différence entre psychologue, culture? Alors, oui, il y a des différences entre les formations. J'ai connu des psychologues de différents pays et les formations sont différentes. En Italie et en France, les formations sont un peu différentes. En Italie, on a un parcours d'études qui dure 5 ans. Ensuite, on doit faire une année de stage. Et après l'année de stage, faire un examen d'État qui certifie que vous êtes psychologue. Si ensuite vous voulez devenir psychanalyste, il faut faire 4 années supplémentaires dans une école de spécialisation. D'accord. Tandis qu'en France, vous faites les 5 années d'études, vous faites des stages, ou on vous donne des patients. En Italie, c'est interdit, ils ne le font pas. Donc en Italie, ils sont très forts pour tout ce qui est de la recherche et de la théorie, et aussi de la pratique, mais de la pratique d'un point de vue théorique. Mais la pratique, c'est un peu compliqué.
C'est ce que j'ai beaucoup reproché. Et moi, j'ai des collègues de travail, enfin des anciens collègues de l'université qu'on est restés en contact et qui ont commencé à travailler très tard. Tandis qu'en France, ils appuient beaucoup plus sur la pratique. La théorie y est. C'est beaucoup de psychanalyse. La psychanalyse lacanienne, par exemple, en Italie, elle est quasiment inexistante. Enfin, elle est présente seulement depuis quelques années. Moi, quand j'étais à l'université, il y avait quasiment personne qui en parlait. En France, est très répandue. Dans d'autres pays, par exemple en Arménie, la psychanalyse lacanienne, il n'y a quasiment rien. Mon épouse est arménienne et des psychologues aussi. Et donc, c'est un peu ça aussi qui avait éveillé un peu ma curiosité à l'époque. Et elle m'a bien parlé de ses parcours d'études. Ouais. Et c'est beaucoup autour de la physiologie, du cognitivo-comportemental. Mais ça, c'est un héritage de l'époque soviétique. À l'époque, c'était l'héritage de l'époque soviétique. En époque soviétique, la psychanalyse était interdite. C'était du cognitivo-comportemental, c'est-à-dire la société qu'on a créée doit être parfaite puisqu'elle est basée sur des données rationnelles, donc il faut que la psychologie suive. Et le parcours d'études était globalement assez différent, oui, bien sûr. Après, il y a des psychologues. J'aime bien de temps en temps écouter des psychologues d'Afrique ou du Moyen-Orient ou du Maghreb ou des États-Unis ou d'Amérique du Sud. Les États-Unis, oui, là aussi, c'est des référentiels très différents aussi. Les États-Unis, c'est une civilisation où ils favorisent beaucoup l'individualisme, c'est-à-dire l'épanouissement personnel de la personne. Donc la psychologie, très souvent, pour eux, a le but un peu de faire en sorte que la personne puisse avoir plus d'estime en soi. Eux, ils parlent de empowerment, c'est-à-dire, c'est un terme qui est très compliqué à traduire en français, mais bon, avoir plus d'estime en soi et s'affirmer davantage, devenir un peu un leader, c'est un peu du coach, c'est un peu du coaching. Bizarrement, Jung a eu beaucoup de succès aux États-Unis, mais ça a été repris d'une manière différente. C'est-à-dire, il faut suivre les archétypes pour que tu deviennes ce que tu es, mais disons dans un sens un peu le Superman. Ouais. En France, c'est pas vraiment ça. Donc les contextes culturels ils sont très différents. Après la question elle était très particulière parce que est-ce qu'il faut s'autoriser, est-ce que c'est acceptable? C'est acceptable. Dans quel sens c'est acceptable? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est acceptable? Je sais pas, il l'avait mis entre guillemets. Je sais pas si Nebs est encore là. Si peut... Alors, comme je l'entends moi, la question de acceptable, c'est j'ai fait des études de psychologie, je suis psychologue, thérapeute de la clinique, je me suis formé à Paris. Est-ce que c'est acceptable d'aller faire de la psychothérapie à un Nour du Soudan ou à un Japonais ou à quelqu'un qui vient d'une autre culture, puisque les référentiels sont très différents? J'oserais dire que la question est très légitime. C'est-à-dire que, est-ce qu'on arrive ou pas à prendre en considération les différences entre les cultures et entre les civilisations? L'histoire est différente. Donc, c'est pour ça que dans les années 60, à travers Frantz Fanon et d'autres, on développé ce qu'on appelle aujourd'hui l'ethnopsychiatrie, l'ethnopsychanalyse, l'ethnopsychologie. Prendre en compte les différences culturelles, qui sont importantes, ne pas les dénigrer, mais essayer de les inscrire dans un dialogue entre la personne qui vient de demander à l'aide et le professionnel. Alors, Nebs a reformulé sa question, c'est est-ce qu'il y a des cultures où on ne voit pas des psychologues parce que ça ne se fait pas? Oui, bien sûr, les cultures archaïques. Ouais. Tu vas voir le chaman, ça marche très bien. Moi, je ne suis absolument pas contre ça. Je trouve que c'est très important aussi. Après, c'est différent. Il ne faut pas non plus faire... alors, il faut faire attention à ne pas se dire le chaman ou le sacerdote était le psychologue de l'époque. C'est faux. C'est pas comme ça. Mais disons qu'il essayait de répondre à des questions de fond que les patients peuvent nous amener de temps en temps, des questions existentielles. Les questions que les patients amènent aujourd'hui autour de la famille ou du rôle dans la société, mais sont anciennes comme le monde. Elles ont toujours existé. Sauf que dans nos sociétés occidentales, c'est la sécularisation, donc on essaie de répondre avec nos propres outils, tandis que d'autres cultures ou d'autres civilisations n'ont pas besoin de ça, puisqu'elles sont déjà inscrites dans un mode de fonctionnement qui marche plutôt bien. Donc si quelqu'un va voir
au fin fond de la taïga. Le chaman qui va lui apprendre, comme dans les livres, comme il explique Mircea Eliade dans ses livres, à accéder à d'autres états de connaissance pour pouvoir opérer une sorte de catharsis et se libérer d'un fardeau du passé, tant mieux, il n'a pas besoin d'aller voir un psy. Mais précisément, il demande parce que c'est mal vu, parce que c'est pas bien. Est-ce que tu connais des cultures où c'est mal vu d'aller voir un psychologue ou c'est pas bien? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup, bien sûr. Je me souvenais de certains reportages, par exemple au Maghreb, notamment en Algérie. Donc il y avait juste quelques psychanalystes. D'ailleurs, psychologie et psychanalyse, c'est un peu différent. Mais il y avait des psychologues psychanalystes qui parlaient un peu de leur travail. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant puisque les personnes qui allaient très mal, qui étaient saisies par des accès de hystérie, on pourrait les appeler comme ça, ou d'épilepsie, allaient voir l'imam. D'accord. Ils allaient voir un imam. Et il y avait des psychologues qui travaillaient en lien avec les imams. C'est-à-dire, l'imam fait son travail, mais si à un moment donné estime que en fait, je crois que ça ne relève pas vraiment de la dimension religieuse, ils orientaient vers des psychologues. Ils essayaient de lui expliquer en quoi ça consiste un psychologue. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais je me souviens d'avoir connu en Arménie des Iraniens qui m'ont expliqué le travail des psychologues en Iran. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, et si vous regardez les films iraniens, très souvent, les protagonistes ou des protagonistes du film, ils vont voir un psychiatre. C'est pas des choses de l'autre monde. Mais oui, mais bien sûr qu'il y a des cultures, des populations qui ont énormément de méfiance envers le psychologue parce qu'ils se disent c'est un truc qui vient d'ailleurs, ça ne correspond pas à ma culture et surtout tu vas me dire que je suis fou alors que je ne suis pas fou. Et là, c'est vraiment la confrontation entre la dimension rationaliste, matérialiste, typiquement occidentale, et des dimensions culturelles où les racines avec la religion et le sacré et le mythe est encore très présent. Et j'ai envie de finir notre live Twitch là par une dernière question. Ah ben vas-y. Quel avenir pour le métier de psychologue? Enfin, j'ai envie de faire ça en mettant en corrélation avec les IA qui arrivent. Souvent, c'est un truc quand je vais en prévention autour du numérique, ce sont les jeunes. Ouais, vous avez entendu parler du dernier ChatGPT qui avait parlé avec un patient il avait pris en fait l'intelligence artificielle comme un psychologue, comme un aidant. Voilà, ça me pose question aujourd'hui. J'ai envie de finir là-dessus. Quel avenir avec les IA qui arrivent? Est-ce qu'on va plus aller vers les IA ou les psychologues vont toujours exister? Question un peu provocante. Mais... Alors, il y a l'IA intelligence artificielle et il y a l'IA imbécilité artificielle. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des cas de dialogue ChatGPT que ça s'est mal terminé. Des personnes particulièrement fragiles qui se sont mis à dialoguer avec ChatGPT et ChatGPT, à un moment donné, a commencé à leur dire de se suicider. Parce que c'est le seul moyen pour mettre terme à ta souffrance. D'accord. Donc il y a le côté obscur aussi de l'intelligence artificielle. Or, le défenseur de l'intelligence artificielle me dira oui, mais c'est des outils qu'on peut améliorer. Et il a raison. Donc, je me souviens de certaines études qui avaient été faites en Chine. En Chine, ils sont très discrets, hein. Mais regarde, là, ils ont sorti... Des psychiatres. Ils ont sorti une sorte de nouveau ChatGPT et c'était sur la bourse au niveau international, dans le marché du numérique, ça a fait 1000 milliards de dollars en juste quelques heures en moins. Donc ils sont très discrets, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas engagés dans la question. Donc ils avaient fait une étude où ils montraient qu'ils avaient pris les meilleurs chirurgiens, les meilleurs psychiatres et tout ce que vous voulez, et ils devaient poser un diagnostic. Et bien l'intelligence artificielle, en fait, ils posaient des diagnostics beaucoup plus précis. Le diagnostic était précis chez les êtres humains à peu près, il me semble, 75%, quelque chose comme ça, ce qui est considérable, c'est très bien. Mais pour certains types de problématiques, l'intelligence artificielle posait des diagnostics qui étaient valables, qui étaient sûrs à 94%, quelque chose comme ça. Or, ça vient parler du rôle de l'ontologie, c'est-à-dire de l'essence de qu'est-ce que c'est un psy, ça sert à quoi un psy? Est-ce qu'un psy est là pour passer des bilans, des tests, pour mettre des chiffres et pour poser des diagnostics, ou est-ce qu'il est là pour écouter la personne? Ce n'est pas la même chose de se mettre à parler avec un IA et avec
une personne, puisqu'il y a la question du transfert et du contre-transfert que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est un être humain, tu es en train de parler avec un être humain. En parlant avec un être humain, tu parles à toi-même. Lorsque tu parles avec une intelligence artificielle, c'est le terme en soi, c'est artificiel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de désincarné. Or, je ne saurais pas te dire comme ça en juste quelques minutes qu'est-ce que ça va donner par la suite, mais je reste très méfiant. Pour ce qui est du côté du diagnostic, peut-être ça peut être d'aide, pourquoi pas. Mais pour ce qui est du dialogue, comme ça a été fait par certains influenceurs, j'ai vu certains influenceurs à droite à gauche qui disent bon écoutez, moi je me suis mis sur un chat GPT, ça coûte moins cher qu'un psy, en plus il me donne des réponses qui sont encore plus bonnes que le psy. Or, c'est un problème, qu'est-ce que la personne vient chercher? Il vient chercher des réponses. Quel type de réponse en fait? La réponse est dedans elle, pas forcément chez l'autre. Ouais. Ça c'est un peu, je ne dis pas l'illusion, mais c'est le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils doivent pouvoir se rendre compte que c'est eux qui peuvent construire leur propre relation, leur propre réponse à travers la relation d'aide qu'il peut y avoir. Il y avait un autre auteur qui est très important, c'était René Guénon. Et René Guénon, périnéaliste, il avait beaucoup analysé à l'époque qu'est-ce que c'était la modernité. Il disait on était passé d'un stade où il y a la question du sacré qui est présente, bien entendu. Donc c'est la qualité, c'était la qualité, les temps anciens étaient basés principalement, disons, sur la qualité. Tout de même, ils mettaient en avant ça. Et on a glissé de plus en plus vers le rationalisme, mais surtout vers la quantité. On est passé de la qualité à la quantité. Et du moment où tu passes à la quantité, en fait, tu perds la qualité. Les intelligences artificielles, on peut quand même questionner la qualité de l'interaction avec une intelligence artificielle pour des questions liées à la psychologie, à la psychanalyse, c'est-à-dire à l'âme humaine. Ça ne peut pas devenir de la quantité, tout simplement une quantité d'informations ou la gratuité. Tu vois, la qualité doit pouvoir rester le cœur du métier du psychologue. Et ça, les patients, à un moment donné, ou tout de même les personnes qui ressentent le besoin de pouvoir parler à quelqu'un, il faut qu'ils puissent le garder à l'esprit. C'est la qualité de l'interaction qui fait l'accompagnement, très souvent. Pas le côté, disons, précis et rationnel. Rationnel dans le sens rationalisme. Ok, merci Voilà. écoute, pour cette réponse. Merci à toi. Une note d'espoir. Incarner la relation plutôt que éviter la désincarnation. Plutôt que l'aliénation, vaut mieux quand même incarner quelque chose. C'est ça. Exactement, on finira là-dessus du coup. Oui. Est-ce que pour finir, tu aurais peut-être quelques conseils de lecture à nous donner, toi, avec ta culture, ta curiosité N'exagérons pas. Alors, pour ce qui est... Alors, moi, j'aime bien essayer de penser la psychologie, la psychanalyse, tout ça aussi à travers d'autres auteurs. Bien sûr. Grand public, quelque chose qui peut être compréhensible un peu pour tout le monde. Par rapport à ce qui est de la psychologie, il y aurait 100 mots pour l'entretien clinique de Benjamin... ça m'échappe. Mais bon, c'est 100 mots pour l'entretien clinique. On mettra tout en description. Oui, voilà. Je dirais Mythe, rêve et mystère de Mircea Eliade, qui parle un peu de la mythologie. Voilà, et de qu'est-ce que c'était la pensée chez les... Parce qu'il parle de psychanalyse lui aussi, d'ailleurs. Il parle beaucoup de psychanalyse aussi. La crise du monde moderne de René Guénon. Et celui-là, il est absolument phénoménal. C'est l'une de mes références majeures. C'est L'homme sans gravité de Charles Melman. C'est un livre, c'est obligatoire à lire, même lorsque vous êtes psychologue, lorsque vous êtes intéressé par la psychologie et lorsque vous n'êtes pas psychologue, mais que vous êtes intéressé par qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est L'homme sans gravité. Ça parle de la différence entre le désir et la jouissance dans la dimension sociale d'aujourd'hui et de comment les symptômes changent et le rôle du psychologue et du psychanalyste change aussi avec les époques. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission passée. J'ai eu vraiment un grand plaisir à t'interviewer et à écouter tes réponses. Moi aussi. Large et varié. Moi de même.
On vous donne rendez-vous le mois prochain. On attaquera la promotion de la santé avec. On va inviter aussi une psychologue sociale de la santé, Gabrielle, qui travaille avec nous. Je la connais, oui. Dans le cadre de notre prochain colloque sur les compétences psychosociales organisé par le CODEPS et par la MDA, qui se tiendra le 27 février sur Salon de Provence. Donc on en profitera pour parler un petit peu de tout ça. Promotion de la santé, compétences psychosociales, comment ça peut aider notre bien-être dans la santé de manière globale. Super. Voilà. En tout cas, encore merci Maxence. Merci à tous les auditeurs, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en live ou en replay. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt Maxence. Et encore merci, à très bientôt.